L'hypnose profonde, en général, quand on prononce ce terme, la première image qui vient en tête, c'est un pendule qui se balance lentement de gauche à droite. Ouais, ou alors le fameux tour de magie sur une scène, genre avec quelqu'un qui fait la poule pour amuser la galerie, quoi. C'est ça, exactement. Mais en fait, la réalité neurobiologique et clinique de tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec le divertissement. C'est un état modifié de conscience, d'une puissance vraiment inouïe. C'est clair. On parle d'un espace mental où le centre physique de la peur dans le cerveau s'éteint purement et simplement, tu vois, et où l'identité même de la personne peut être remodelée de l'intérieur. Ouais, c'est fascinant. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, un avertissement crucial. Pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on fait là, c'est pas un avis médical. C'est une analyse de concepts scientifiques et cliniques basés sur nos sources. Tout à fait. C'est de l'exploration de données. Voilà. Et donc, en compilant tout ça pour notre plongée d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique. Moi, j'aime bien visualiser la chose avec une analogie moderne. En gros, c'est un peu comme prendre un smartphone et le passer soudainement en mode développeur. Ah, j'aime beaucoup cette image, ouais. En temps normal, on utilise l'interface de base, avec toutes ses limites de sécurité, ses blocages. Mais en hypnose profonde, on quitte cette interface de surface pour accéder au système d'exploitation central, là où le code source peut être modifié. C'est exactement ça. Et cette modification, elle passe d'abord par une altération assez radicale de l'agentivité. L'agentivité, c'est-à-dire? En fait, c'est notre capacité naturelle à nous percevoir comme l'auteur de nos propres actions. En hypnose profonde, cette sensation disparaît presque totalement. Ah ouais, donc tu perds le contrôle de toi-même en quelque sorte. C'est plus subtil. La personne expérimente une dissociation intense. Ses mouvements, ses pensées ou même ses réactions émotionnelles semblent se déclencher toutes seules, automatiquement. Il y a un vrai décalage par rapport à l'état de veille habituel. C'est dingue. Et j'imagine que, historiquement, comprendre ce glissement, ça a dû être un vrai casse-tête, non? Oh, carrément. Si on remonte aux racines, on croise des trucs comme le magnétisme animal de Mesmer au XVIIIe siècle, puis le somnambulisme artificiel du marquis de Puységur. Ouais, et à l'époque, vu qu'ils n'avaient pas du tout l'imagerie médicale, ça devait être hyper teinté de mysticisme, non? Les médecins devaient essayer de deviner ce qui se passait dans le crâne. Exactement. Avant, valider une hypnose profonde, ça passait par des observations qui flirtaient carrément avec la parapsychologie. Genre quoi? Des esprits? Non, mais les praticiens cherchaient à déclencher des phénomènes qu'ils appelaient la lucidité ou la clairvoyance chez le patient. C'était leur métrique de l'époque pour se dire «OK, le seuil est franchi». Ah d'accord. Bon, heureusement on a dépassé ça, l'approche clinique a totalement changé depuis. Carrément. Aujourd'hui, on se base sur des critères psychophysiologiques hyper concrets. Fini la pensée magique. Ce qui nous amène aux preuves neurophysiologiques modernes, en fait. Pour comprendre ce fameux mode développeur, il faut regarder les données des IRM et des électroencéphalogrammes. Ouais, et les résultats sont contre-intuitifs. Grave, parce que l'intuition populaire, c'est que se dire que l'hypnose, c'est un genre de sommeil très lourd, que le cerveau s'éteint. Mais les données montrent pile l'inverse. Les réseaux attentionnels du cerveau sont dans un état d'hyperfocalisation incroyable. Le cerveau ne dort pas du tout. Il réoriente juste, massivement, son énergie, en fait. Et c'est fascinant d'observer ce qui se désactive pour permettre ça. Ouais, le réseau du mode par défaut, c'est ça? Exactement. Le cerveau procède à l'extinction quasi totale de cette structure. Et ce réseau, c'est le responsable de notre rêverie diurne. Tu veux dire, par exemple, quand on fait la queue au supermarché et que notre esprit vagabonde? C'est ça. On pense à la liste de courses, puis d'un coup à un souvenir hyper gênant d'il y a 5 ans, puis à la météo, quoi. C'est un dialogue intérieur permanent. Et souvent un peu erratique. Et en hypnose profonde, tout ce bruit de fond est coupé net. La bande passante est libérée. Totalement. Et en plus, l'amygdale est aussi mise au repos. L'amygdale, donc le centre d'alarme du cerveau, la zone qui gère la peur, l'anxiété, tout ça. Ouais, la détection constante des menaces. En baissant cette garde physique, l'esprit devient infiniment plus réceptif. Sauf que, attends, j'ai un vrai problème de logique là. Le cerveau est censé être hyper attentif, ok? Et on a un praticien qui tente de contourner les barrières du conscient. Nos sources parlent d'un mindset d'assertivité totale de la part du praticien. Une autorité inébranlable. Oui, tout à fait. Si quelqu'un arrive avec une attitude directive pour genre prendre le contrôle de mon esprit, mon instinct de survie devrait s'enflammer. Pourquoi l'amygdale s'endort au lieu de paniquer? C'est le grand paradoxe de l'induction hypnotique, ouais. Mais ça s'explique par notre fatigue cognitive. L'assertivité du praticien, c'est pas de l'agressivité. C'est une prise en charge totale de la responsabilité. Ah, d'accord. Tu vois, notre conscient, il passe sa journée à évaluer des risques, prendre des décisions, rester sur le qui-vive.
C'est épuisant, quoi. C'est clair. Donc, quand un praticien et dégage une confiance absolue, il se positionne comme une figure protectrice. Le message envoyé au cerveau, c'est « je prends le volant, t'as plus besoin de naviguer ». Aux joies. Face à cette assurance, l'amygdale détecte pas une menace, elle détecte un soulagement. Exactement. Le conscient accepte de relâcher le fardeau. C'est super brillant en fait. Le cerveau lâche prise par pur soulagement. Et une fois ça établi, les techniques pour accélérer la chute sont redoutables. Je repense à la fameuse méthode d'induction de Dave Hellman, tu sais? Ah oui, conçu pour atteindre le somnambulisme profond en quelques minutes, voire secondes. Voilà. Et on parle souvent de fractionnement, mais c'est pas juste de la répétition, c'est un vrai mécanisme physique. C'est comme essayer de sortir une voiture embourbée dans la neige. Ouais, la fameuse métaphore. Tu peux pas juste accélérer à fond en ligne droite, sinon les roues patinent. Il faut faire un mouvement de balancier. Avancer, reculer, avancer un peu plus. Le fractionnement en hypnose, c'est exactement ça, non? C'est la meilleure façon de l'illustrer, ouais. En clinique, on plonge la personne dans un début de transe, puis on lui demande d'ouvrir les yeux. Paf, retour à l'alerte. Et on la replonge direct en lui demandant de fermer les yeux. Et ça fait quoi ça? À chaque cycle, ça crée un contraste. Au retour dans la transe, le cerveau reconnaît le chemin. Il n'y a plus de friction, donc il glisse 2 fois plus profondément. Il y a aussi l'utilisation des ratifications, c'est ça? Le praticien valide chaque petite réaction physiologique. Genre si la respiration ralentit, le faire remarquer. Oui, ça sert à court-circuiter l'esprit analytique. Si le praticien dit « remarquez comment vos paupières sont lourdes, verrouillées », il transforme un truc physiologique mineur en preuve incontestable. Et le conscient capitule devant cette preuve que le corps obéit à une autre voie. Voilà. Fractionnement plus ratification, ça permet d'atteindre des niveaux extrêmes, comme l'état S-Dial. L'état S-Dial, c'est bien ce qu'on appelle le coma hypnotique. Oui, mais attention, le terme coma ici décrit la profondeur de la dissociation. C'est pas un coma médical. C'est un état où l'anesthésie physique et psychique est presque totale. La personne n'a même plus la volonté de bouger. Ok, donc le pare-feu est franchi, la voiture est sortie de la neige et l'amygdale est sur silencieux. La grande question maintenant, c'est comment on utilise cet espace cognitif profond. C'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau thérapeutique. Parce que quand on regarde comment Milton Erickson voyait cet espace, c'était tout sauf une salle d'opération froide. Les théories de l'époque voyaient l'inconscient comme une cave un peu sombre, pleine de pulsions inavouables. Mais lui, il le voyait comme un réservoir positif. Erickson avait une vision révolutionnaire. Pour lui, le problème venait jamais de l'inconscient. Ça venait toujours des croyances limitantes de l'esprit conscient. C'est l'esprit rationnel qui crée les phobies, les blocages, par des erreurs d'interprétation, quoi. Absolument. L'objectif, c'était d'activer ce réservoir de ressources pour que l'inconscient trouve lui-même la solution sans rien imposer. Mais du coup, si c'est un réservoir positif et protecteur, on s'attendrait à ce que ces méthodes soient d'une douceur infinie. Sauf qu'il était connu pour ses thérapies de choc, le gars, hein? C'est vrai, il utilisait la provocation, la moquerie calculée, ou il prescrivait carrément le pire symptôme à ses patients. Comment on peut utiliser le choc pour accéder à la bienveillance intérieure? Ça paraît contradictoire. La clé, c'est ce qu'on appelle le tailoring, l'approche sur mesure. Erickson savait qu'une méthode douce, sur des résistances très rigides, ça rebondit. Pense à un disque rayé qui tourne en boucle. Ouais. Tu peux pas l'arrêter avec de la douceur. Il faut donner un petit coup sur la platine pour faire sauter l'aiguille. La provocation thérapeutique, c'est ce coup. Ça crée une confusion immédiate. C'est la fameuse rupture de pattern. Il n'y a plus de repères. Exactement. Si tu viens avec une obsession ancrée et que le thérapeute, au lieu d'être empathique, t'ordonne d'exagérer ton symptôme, ton esprit conscient bug. La barrière défensive s'effondre face à l'absurde. Et dans cette brèche, l'hypnose s'infiltre pour reconnecter le patient à ses propres solutions. On bouscule le conscient pour sauver l'inconscient. C'est joliment dit, ouais. Merci. Mais alors, si Erickson corrigeait des bugs comportementaux spécifiques, il y a d'autres courants qui vont encore plus loin, qui cartographient carrément tout le disque dur. L'approche hypnoanalytique de Carl Jung, par exemple. Ah, on change de dimension avec Jung. Là, le but, c'est l'individuation. On utilise la transe pour l'imagination active et la régression psychique. Pour Jung, la conscience est juste la pointe de l'iceberg de l'inconscient collectif, c'est ça? Voilà. Et cet inconscient abrite des archétypes, des sortes de formes pensées universelles qui façonnent l'humanité. Des forces très concrètes. Il y a par exemple l'ombre, non, hein, ce truc qui représente tout ce qu'on refuse d'admettre sur nous-mêmes, nos défauts, notre jalousie. Exactement. En état de veille, si on te demande d'affronter ta propre cruauté, l'ego dresse un mur de déni instantané. C'est normal.
Mais en hypnose profonde, le déni n'a plus de carburant. L'attention est dissociée. Le patient peut vraiment rencontrer cette ombre ou d'autres archétypes comme le sage, sous des formes hallucinées. C'est un dialogue intérieur littéral, quoi. Oui, le thérapeute guide pour dialoguer avec ses parts de soi. C'est de l'intégration. La personne assimile ses traumatismes au lieu de les fuir. C'est hyper puissant. Et si on pousse encore plus loin, au-delà de la psychologie, on touche à l'anthropologie. Les chamans utilisent la transe depuis des millénaires. L'hypnose a juste médicalisé ça. C'est un état inhérent à l'espèce humaine. Et un des phénomènes anthropologiques les plus fous, c'est le naturomorphisme. Le fait de s'identifier totalement à un animal pendant la transe, c'est ça? C'est pas une métaphore, hein. La personne intériorise vraiment la posture, les instincts de l'animal, grâce à la nature hallucinée de la transe. Franchement, pour comprendre l'efficacité de ce truc, moi je vois ça comme un jeu vidéo. Quand t'es dans le monde réel avec ton identité humaine, t'as peur du jugement, t'as tes complexes. Les limitations de l'ego humain. Grave. Mais donne une manette à cette même personne, avec un avatar de loup dans un jeu, elle fonce. L'animal force en hypnose, c'est l'avatar ultime. En devenant un loup ou un aigle sous hypnose, tu contournes toute l'anxiété humaine. C'est un raccourci cognitif incroyable. Bah oui, un loup ça procrastine pas, un loup n'a pas le syndrome de l'imposteur. Exactement. On pirate notre architecture cognitive qui souffre de trop de calculs sociaux. Pendant la transe, tu t'appropries la résilience brute de l'animal. Et l'empreinte neuronale reste accessible même après la séance. C'est vertigineux quand on y pense. On part d'une imagerie cérébrale qui montre l'amygdale qui s'éteint, on passe par les techniques de hacking de Idil Salman, les archétypes de Jung, et on finit sur des avatars animaux. Ça montre la richesse du sujet, ouais. Mais tout ça, ça explique pourquoi c'est si lourd, médicalement parlant. Pour la douleur chronique ou les gros traumas, la médecine classique trouve parfois ses limites. Elle trouve ses limites parce que la douleur enferme le système nerveux dans une boucle d'alerte. Les signaux de douleur s'amplifient à cause de l'anxiété. Et l'hypnose vient casser cette boucle, à la racine, au niveau de l'amygdale. Elle masque pas juste la douleur, elle réapprend au système à arrêter de l'amplifier. L'hypnose prend le relais là où la volonté échoue en fait. Tu peux pas juste dire à quelqu'un de déprimé, secoue-toi, ou à un phobique, arrête d'avoir peur. La volonté, ça suffit pas. Non, ça marche pas. L'hypnose modifie les fondations sans épuiser l'esprit rationnel. C'est pour ça qu'on doit en avoir une approche plurielle. C'est un carrefour entre neurobiologie, technique, psychologie et anthropologie. Chaque pièce nous montre à quel point notre esprit est puissant, mais aussi complètement piégé par sa propre complexité. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion assez ironique sur notre époque, pour terminer. Ah, je t'écoute. On vient de voir que pour guérir profondément, il faut absolument éteindre notre fameux réseau du mode par défaut, tu sais. Mais notre environnement moderne, il fait exactement l'inverse. Ah oui, avec les téléphones. Avec les smartphones, les notifications non-stop, l'habitude de combler chaque seconde de vide par du digital, notre cerveau est maintenu dans une hyperconnexion stérile. Le réseau par défaut est surstimulé tout le temps. C'est une excellente observation. Du coup, on peut se demander, en refusant ce silence et cette concentration, est-ce que notre société moderne n'est pas en train de nous rendre culturellement totalement anti-hypnotisables? Est-ce qu'on est en train de perdre collectivement l'accès à notre propre code source? C'est une question à méditer, je trouve, et ça clôture notre analyse d'aujourd'hui.